Allez, salut tout le monde. On a fini de parler de notre fameux Customer Centricity and Design Thinking pour la construction potable de notre produit ou notre solution agile. Donc la solution agile, c'est Customer Centricity, cette partie-là qu'on a vue dans la leçon précédente. Et maintenant, on va entamer cette partie 2. Donc allez, ça c'est partie 1, partie 2, et la partie 3, on verra tout à l'heure. Allez, on n'est pas encore là. Ok, donc le fameux Develop on Cadence et Release on Demand. Mais avant d'y arriver, il faut savoir qu'est-ce qu'on va développer. Donc on va se concentrer sur la backlog, le backlog. Ok, backlog. Voici à quoi ça ressemble notre backlog. Donc, dans notre programme backlog, c'est un ensemble de futures avec ce qu'on appelle story point, où là, le poids, ça vaut quoi et ça apporte quelle valeur. Vous voyez tout le fameux, les valeurs qui sont ici, comme le fameux 40 qui est là, ou le 100 qui est ici. En fait, 100, c'est parce que on estime que ça vaut, c'est la valeur que ça va apporter, ou c'est le poids que ça va coûter. Tout dépend de comment est-ce on décide de designer ça. Et ensuite, il y a les fameux NFR. Les NFR, c'est les Non-Functional Requirements. Il y a des choses qui ne sont pas fonctionnelles, que l'utilisateur ne voit pas, mais qui doivent être faites, et ça fait partie de la charge de travail dans le programme Backlog. On en discutera davantage tout à l'heure. Et il y a une façon de prioriser le backlog qui est utilisé dans SAFe, c'est le c'est le WSJF, qui est le Weighted Shortest Job First. Le travail qui pèse le plus et qui est le plus court et rapide à faire, c'est lui qu'on va mettre en priorité. Je vais vous expliquer ça, il y a une méthode de calcul. On va faire une chose. Vous vous souvenez, la leçon dernière, on a dit, on fait Gemba Walks. C'est que vous sortez de votre bureau, vous appelez les gens où vous allez les rencontrer. Et ensuite, en fonction de tout ce que vous allez savoir, vous allez faire un persona. Persona, vous allez faire un empathy map, journey map. Et vous allez supposer, vous allez émettre une hypothèse. C'est ça qu'on appelle future, en fait. En disant, on pense qu'à cette étape précise, si on lui vend ça ou on lui propose ça, ça marchera. Jusqu'à présent, on n'a pas encore testé. On reste sur de l'hypothèse. Maintenant, on va prendre un exemple tout nouveau, qui est l'authentification multifactor, un peu comme il y a dans la plupart de nos applications aujourd'hui. Euh, L'authentification multifacteur, là, voici le bénéfice qu'on va écrire. Et en dessous du bénéfice, on a les fameux critères d'acceptation. Parfait. On va pas se lever, on va pas développer ça comme ça. Non, c'est pas dans le vide. La façon dont on doit faire les choses, ça a déjà été découpé, c'est-à-dire on sait que pour créer ça, il faut plusieurs user stories ou d'autres futures. On va estimer chaque tâche ou chaque fonctionnalité, chaque future. Comment? Eh bien, on va utiliser le fameux WSJF, c'est-à-dire la tâche qui pèse le plus et qui apporte le plus de valeur et qui est faisable le plus rapidement possible. Parce qu'on va utiliser, il y a une façon de faire ça, c'est basé sur des données empiriques. Le fameux story point, c'est pas exactement comme dans Scrum. On va se donner un volume. Ensuite, en fonction de comment on a déjà travaillé, le passé de l'équipe ou de l'entreprise. À quel point on pense que la tâche est difficile à mettre en œuvre. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait déjà? Parce qu'on a souvent on a déjà capitalisé de la connaissance. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est à partir de ça, ces 4 éléments-là, qu'on pourra facilement déterminer. Regardez là. Ça peut ressembler à un poker planning classique comme il y a dans Scrum, mais avec une petite différence. Déjà, c'est pas la même suite. Là-bas, on a une suite claire de Fibonacci. Donc, le jeu euh, de ce fameux relative estimating là dit, il y a différents estimateurs, donc les gens de l'équipe en fait. Il y a une personne qui lit le travail et chacun a son jeu de cartes. Une fois que tu as ton jeu de cartes, tu dis ok, j'ai entendu ça, je crois que ça vaut tel nombre de points. Quand tu finis, on va présenter nos cartes et on va discuter en 1 minute, 2 minutes maximum. En fait, pourquoi toi tu as choisi 8 points et l'autre va dire pourquoi il a choisi 5 points, l'autre va dire pourquoi il a choisi 20 points. Une fois qu'on fait ça, on va repiocher. On va retirer des cartes, c'est-à-dire que chacun va rechoisir une nouvelle valeur. Tu peux rester sur ton ancienne valeur, pas de problème. Et une fois qu'on a fait ça,
on va remontrer la carte. À ce moment, on ne discute plus, on prend le nombre le plus élevé et on part du ça. Ça devient le fameux point, le fameux story point. Et pour ça, en fait, je vous disais, ici, cette valeur, c'est de savoir le volume. On pense que ça prend combien de temps. Mais tout ça, c'est relatif à l'équipe, à son expérience et à l'organisation. Ici, par exemple, vous voyez, il y a un jeu qu'on appelle Relative Size Estimating. Euh, En fait, ici, on dit, vous estimez qu'un éléphant pour le soulever, ou bien pour le transporter, ou bien pour s'en occuper, ça vaut combien de points? On vous donne cette fameuse suite. Une hyène, c'est combien de points? Et vous pouvez vous retrouver en fait avec le fait que, par exemple, pour une girafe, ou un cheval va demander plus de temps de travail qu'un éléphant. Un éléphant, tu lui donnes à bouffer, tu lui donnes de l'espace, le mec, il fait tout ce que tu veux. Alors qu'un cheval, c'est pas la même chose. Il est un peu plus fragile, ce qui peut mourir rapidement, il peut tomber malade, il a plein de trucs, il a plein de trucs. Et donc, sa valeur va changer. C'est pour ça que ça s'appelle Relative Size Estimating ou Estimation. Voilà. Ok, on en a fini avec cette fameuse Relative Size Estimating. Et on va parler de notre fameux euh, Weighted Shortest Job First. Bon. Comment il se calcule? En fait, il se calcule avec une chose. Là, vous avez 3 tâches, 3 futures ou 3 user stories. La tâche A, c'est la tâche qui apporte le plus rapidement de valeur. La tâche B, c'est la tâche qui apporte... vous savez quoi? Parlons plus, restons concentrés sur la partie le coût du délai. Enfin, le coût du retard, cost of delay. Cost of delay, c'est qu'est-ce que c'est? Nous avons une fonctionnalité à développer. Si on ne la développe pas, qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte? Ça signifie, est-ce qu'on risque des pénalités légales? Ou est-ce qu'on risque de perdre de l'argent? Ou est-ce que on risque de ne pas en gagner, ce qui n'est pas pareil? Donc ce sont des questions qu'on se pose. Vous voyez, quand vous allez sur les sites internet, là, il y a le truc du RGDP, la RGPD. Si vous faites pas ça, ça va pas vous apporter beaucoup de valeur ou beaucoup d'argent. Si vous faites pas ça, que vous vous faites prendre, vous allez payer une amende. Donc, il faut se dépêcher pour le faire. Ensuite, il y a par exemple une fonctionnalité où il y a une chose que vos utilisateurs aiment voir. Ils aiment se sentir privilégiés en disant oui, vous savez, on a votre email et on a vu que vous avez utilisé ça. Nous, on se propose de vous envoyer un email chaque fois qu'on sort un nouveau truc. L'email va vous apporter de l'argent directement, mais l'email va renforcer la confiance et la relation qu'il y a entre vous et votre client. Donc à ce moment-là, vous comprenez vite que c'est quelque chose d'important à faire, et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas perdre de l'argent. Mais si vous faites, ça va vous aider à gagner de l'argent plus rapidement. Donc il y a beaucoup de nuances comme ça, et c'est comme ça qu'on prend le fameux calcul du cost of delay. Et une fois que vous avez le cost of delay, vous allez vous poser la question, ça me met combien de temps à faire? Donc le petit tableau là, il va récapituler combien de temps. Bon, tout ça, ça s'estime bien entendu. Vous voyez qu'ici, la tâche A, donc la feature A, c'est disons un jour pour développer, et le coût d'attente, c'est-à-dire que si on ne développe pas, ça va nous coûter, je sais pas, 10 euros ou 10 000, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la formule qui est diviser le cost of delay par le temps le job duration, le temps requis pour le travail. Et ensuite, à la fin, il faut choisir celui qui est le plus lourd. Donc, le mot s'appelle weighted, c'est-à-dire weighted shortest, le truc qui est le plus rapide et le plus lourd à faire. C'est lié strictement à sa valeur. Bon, il lui trace un peu trop là. Voici comment on élabore le fameux cost of delay. Le cost of delay, en fait, il y a 3 composantes dedans. Il y a la user business value, c'est ce que je vous ai dit. En fait, ça va vous apporter quoi? Ce que ça va vous apporter, c'est important de calculer ça. Business value. Ensuite, il y a time criticality. Time criticality, s'il y a des amendes, s'il y a quelque chose de légal, ou il y a quelque chose qu'il faut faire rapidement, ou le temps de conservation d'un matériau ou je sais pas, d'un serveur vous coûte cher,
ou elle va passer par exemple, je sais pas, sur une autre législation demain. C'est ça la notion de criticité. Ensuite, il y a risk reduction ou opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si vous ne faites pas, ça va pas vous coûter cher, mais en fait c'est une opportunité que vous loupez, ou vous vous exposez davantage. Donc c'est ces éléments-là qu'on utilise pour faire le calcul du fameux cost of delay. Donc je vais vous faire une petite récap encore. Allez, je reviens là, comme ça. Parfait. Donc, on avait déjà parlé de comment est-ce qu'on crée à partir du Customer Centricity. Customer Centricity, on a tout fait. On est sorti, on a fait le persona, on a fait l'empathie map, on a fait le Customer Journey, et on a établi des premières des premières features qu'on pense qu'elle sera bien. Ensuite, on est venu là, on a pris une feature qui est l'authentification multifactor, et on a commencé à sortir ça en sorte de future. Avec ces futures, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé le WSJF pour calculer comment on va agencer ça, prioriser ça et séquencer ça. Qui viendra en premier? On a utilisé la fameuse formule qui est le cost of delay divisé par le temps requis pour faire ce travail. Et une fois qu'on sait faire ça, ça nous permet d'avoir un backlog qui est propre et qui est bien priorisé. Une fois que le backlog est là, maintenant on peut passer à l'une des parties les plus complexes qui est le fameux PI planning. Et le PI planning, c'est ce qu'on va voir dans The Next Lesson.